Avant la guerre de 14, Nantes portait en elle un ultime reflet du XVIIIe siècle. Un reflet qui nous paraît un peu gris et sombre à travers ses premiers films tournés au début du siècle. De négociante, la ville était devenue industrielle. Et pourtant, si les fumées et le temps avaient noirci les façades, c'étaient bien les demeures des riches armateurs, c'était toujours la même Nantes, pratiquement intacte depuis l'Ancien Régime, qui se mirait dans la Loire. Nantes était encore avant tout un port. Ruiné au début du XIXe siècle, il s'était relevé notamment grâce au commerce du sucre et avait retrouvé dans les années 1900 un rôle international. Charbon et coke d'Angleterre, ciment et ferraille pour le Chili, la Californie ou l'Australie, riz, nitrate ou nickel provenant d'outre-mer, tout cela assurait encore une grande partie de la richesse de la ville. Entre la fin du XIXe siècle et la Grande Guerre, il s'était créé 19 maisons d'armement qui, jusqu'en 1914, firent naviguer de nouveaux steamers, mais aussi 147 voiliers. C'étaient en général des voiliers à coque d'acier qui, pour les transports lourds, concurrençaient encore avec succès les cargos à vapeur en plein développement. Et puis, le port de Nantes, c'était le pont transbordeur. Véritable porte métallique ouverte sur le large, il en était devenu le symbole. Plus d'un attelage comme celui-là, pénétrant sur sa nacelle, furent emportés par leur élan et se trouvèrent précipités dans la Loire. Grâce à cette nacelle, on pouvait passer en 2 ou 3 minutes d'une rive du port à l'autre. Le pont suscita toutes sortes de performances. Plusieurs casse-cou plongèrent du haut de son tablier. Le dernier fut un jeune Polonais du nom de Willy Wolf, émigré à Nantes depuis 1 an et qui travaillait au Batignolles. Devant 15 000 Nantais, il commença par effectuer des acrobaties et des exercices de trapèze au son d'un jazz band installé sur le tablier tout en haut du pont. Puis il tenta le saut de la mort. Son corps disparut dans le fleuve et ne fut retrouvé que quelques jours plus tard. Entre les deux guerres, le quai de la Fosse et les rues du centre appartenaient encore au XIXe siècle. Mais les pavés des rues commençaient à être parcourus par les automobiles qui se multipliaient. Sur la place du Commerce, le principal journal nantais, le Phare de la Loire, occupait l'emplacement actuel du cinéma Gaumont. L'agglomération était passée de 200 000 habitants en 1911 à 240 000 en 1936. Une population en grande partie issue de la campagne et restée proche de celle-ci. Et sur la place Gralin, on n'hésitait pas à venir avec sa brouette. Depuis le milieu du siècle dernier, Nantes est devenue industrielle. Vers 1900, elle compte plus de 200 usines et 17 500 ouvriers. 60% sont dans la métallurgie et 35% dans la construction navale. Dans les années 20, Nantes vit encore au rythme de son port et des chantiers. L'ensemble occupe alors 40 000 personnes. Les chantiers produisent toutes sortes de navires, des cargos, mais aussi des bateaux de guerre et même des sous-marins. En 1926, les ateliers et chantiers de la Loire livrent un sous-marin, le Ronis,
à la République lettonne, qui à l'époque et jusqu'en 1945 était un État indépendant. Une importante délégation menée par le commandant en chef de l'armée lettonne, le général Radzin, assiste au lancement. Mais l'industrie à Nantes, c'est aussi la fabrication des biscuits. Le petit beurre a été créé en 1887 par Louis Lefebvre-Utile et la façade Belle Époque de Lu est devenue le symbole de la prospérité du biscuit nantais. Et puis, il y a la conserve, dont voici un ancêtre des clips publicitaires. Avec ses capitaux, Nantes a pu moderniser ses usines, comme celle d'Amieux située rue des Salorges. L'automatisation fait ses premiers pas, mais la conserve est encore avant tout une industrie de main-d'œuvre. À la veille de la guerre de 14, Nantes contrôle environ le quart des usines du littoral et reste la capitale de la conserve. Tournée essentiellement vers la mer, la ville profite encore dans ses échanges de la Loire et de l'Erdre, qui irriguent tous ses quartiers et qui sont navigables. En ville, les deux cours d'eau n'ont pas encore été comblés, et la promenade est douce sur les rives de l'Erdre, quai des Tanneurs. Des multitudes de ponts enjambent les nombreux bras de la Loire et de ses affluents. Mais le pont de Pirmil est le seul passage vers la rive sud. Le 26 mai 1924, il s'effondre. Une fuite de gaz a fait exploser la conduite qui passe par le pont. Il n'y a pas de victimes, mais le passage au sud est coupé. Pour joindre Rezé, il faut remonter jusqu'à Thoiré. Heureusement, le corps du génie militaire installe en moins de 3 jours un pont de bateau qui permet, même aux voitures, de traverser. Parfois, l'hiver, le fleuve se fait gros et déborde. La crue de 1936, l'une des dernières dans Nantes, laissa un souvenir mémorable. Ce sont toutes ces péripéties qui amenèrent les édiles à décider le comblement du fleuve imprévisible. Bientôt, on ne verra plus le linge des bateaux lavoirs sécher devant le château. Le comblement débutera en 1928. À cette époque, le château est un des hauts lieux de la vie de la cité. En 1932, il est à l'honneur. Les fêtes qui marquent le 400e anniversaire du rattachement de la Bretagne à la France y sont célébrées avec éclat. Édouard Herriot, alors président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, vient en personne présider ces cérémonies. Ce grand Lyonnais connaît bien Nantes, puisqu'il a été dans sa jeunesse professeur au lycée Clémenceau. L'année précédente, ce même château avait été le théâtre d'événements beaucoup plus sombres. Le palais du Harnachement avait été transformé en chapelle ardente pour accueillir les cercueils des naufragés du Saint-Philbert.
Environ 500 personnes avaient péri en revenant de Noirmoutier à Nantes au cours de la sortie annuelle du mouvement des coopérateurs. Une catastrophe d'ampleur nationale. Les obsèques solennelles ont lieu le 18 juin 1932. Le vieil Aristide Briand, l'enfant du pays, encore et toujours ministre des Affaires étrangères, est là en compagnie de Chapdelaine, ministre de la Marine marchande. Briand vient d'être battu quelques jours plus tôt par Paul Doumer aux élections présidentielles. Et il ne lui reste que quelques mois à vivre. Mais la visite officielle qui a le plus marqué les Nantais est celle qu'effectua Gaston Doumergue au début d'avril 1930. À cette époque, les présidents de la République se déplaçaient peu. Après une soirée de gala à Gralin et un banquet de 700 personnes chez Mauduit, le président redescend la Loire sur un bateau de guerre. À Nantes, on n'avait pas vu un tel enthousiasme depuis très longtemps, même aux mi-carêmes les plus réussis. Et pourtant, elles en ont du succès, les mi-carêmes, à cette époque. Il suffisait d'être déguisé pour pouvoir se mêler joyeusement au défilé. Ainsi, des milliers de Pierrots et de Colombines dansaient en farandole entre les chars. On venait de toute l'Europe voir le carnaval de Nantes et y participer. La fête qui se déroulait autour des bras de la Loire et de l'Erdre était bien l'événement le plus retentissant de l'année, le plus filmé en tout cas. Et c'est grâce à ces mi-carêmes, des actualités cinématographiques, que l'on retrouve l'ancienne Nantes sous son aspect le plus étonnant. Parmi les distractions, un autre événement essentiel dans l'année était le passage du Tour de France. En 1934, les exploits d'Antonin Magne l'ont rendu plus populaire que jamais. Le vélodrome du Petit Breton est comble pour l'arrivée de l'étape. Et le lendemain, quand le Tour repart par la côte du Pont du Sens, nombreux sont les Nantais qui viennent le voir passer à la sortie de la ville. À cette époque, on s'y rend en famille. On pique-nique sur le bas-côté de la route, comme on le fait sur le bord de l'Erdre du côté de Gachet quand reviennent les beaux jours. Ou bien, derrière le pont de la Tortière, on va voir évoluer les premiers hors-bords. En bordure du quartier de Barbin, l'Erdre prenait alors des airs de bord de Marne tels que les avaient restitués les impressionnistes. Mais ce qui passionne avant tout les Nantais, c'est la voile. Le snow, sport nautique de l'Ouest, est né en 1883 et organise des régates sur l'Erdre depuis 1912. Cette année-là, les frères Tubé, qui appartiennent au club, remportent la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Stockholm. Depuis, le bassin de la Gâcherie est devenu le rendez-vous du dimanche pour les régatiers et pour les promeneurs.
L'hiver, on patine en famille, sur le grand étang du Jardin des Plantes, ou comme ici, sur la Loire du côté de Basse-Goulaine. L'été, les plus favorisés vont s'installer à la Baule. Elle est surnommée la Reine des plages depuis que François André en a fait un centre mondain de villégiature. L'Ermitage, en 1926, a été construit en quelques mois. Il attire déjà la clientèle la plus chic. Déjà, la Baule est le paradis des enfants. Mais pour les plus grands et les adultes, les distractions sont nombreuses, en plus des plaisirs du bain. Chaque année, le Grand Prix automobile se déroule sur le sable mouillé. Ce sont les soldats américains en 1918 qui, pour s'amuser, ont organisé les premières courses sur le sable. L'idée a été reprise par l'Automobile Club de l'Ouest et depuis, la Baule attire les plus grands champions. Les Américains avaient également imaginé des courses d'avions. Les hydravions, dont Saint-Nazaire est la capitale avec son usine fondée par Farman, y sont bien représentés. Mais la Baule, à l'époque, c'est aussi le rendez-vous des élégances. Quel que soit son charme, cette manifestation paraît bien futile à l'heure où se prépare tant de déchirements. Elle se déroule en effet très exactement le 3 septembre 1939, le jour de la déclaration de la guerre. Et cette guerre, Nantes la prépare depuis plusieurs mois. À Bougnay, l'usine créée autrefois par Louis Breguet participe activement à l'effort d'armement. Elle reçoit la visite de Pierre Cotte, ministre de l'Air, qui vient contempler sur place la fabrication des Morane Saulnier 406. L'usine en produit une escadrille par jour. Le Morane 406 est alors le meilleur avion de chasse de l'époque. Mais sa construction en masse a été entreprise bien tard. Sur le port, les chantiers navals augmentent la cadence. Ils ont toujours produit des bateaux de guerre. Ce n'est donc pas à proprement parler une reconversion. Le public, lui, applaudit. Il ne sait pas ce qui l'attend. D'autant plus que Nantes n'a pas connu réellement la guerre. Depuis plus d'un siècle. En 1418, elle sera une ville de garnison. 7 à 8 000 Nantais disparaîtront au cours des combats, mais les malheurs du front ne viendront pas jusqu'à la ville. Les survivants des régiments anglais hébergés dans ces murs reviendront après la guerre célébrer l'amitié franco-britannique. Pendant la drôle de guerre, Nantes donc attend. Aussi est-ce une surprise quand le 18 juin 40, les Allemands entrent dans la ville presque sans coup férir. Ils installent leur commande autour place du Maréchal Foch, au 11e corps d'armée, et occupent Nantes. Cette occupation montrera son vrai visage quand, à la suite de l'exécution du lieutenant-colonel Hotz, qui commandait la place, les Allemands fusilleront 50 otages. Après cette intense émotion,
les Nantais vont être touchés dans leur chair. Les 16 et 23 septembre 1943, Nantes est bombardée par les superforteresses volantes américaines. Le port est visé avant tout, mais c'est le centre de la ville qui souffrira le plus. Les beaux immeubles de la place Royale sont presque tous anéantis. L'ancienne poste est intacte, mais les immeubles 18e qui l'entourent sont rasés. Chose curieuse, après la guerre, on les reconstruira à l'identique, mais on sacrifiera la poste à l'urbanisme du moment. Le palais de la Bourse, construit par Crucy, est éventré. Sa fière colonnade est détruite à 80%. La rue du Calvaire, dont la conformation était semblable à la rue Crébillon, n'est plus qu'un champ de ruines. En tout, les 2 bombardements de septembre auront fait environ 1200 morts et des milliers de blessés. Les bombardements ont également atteint la périphérie de la ville. Dans le quartier Sainte-Thérèse, on essaie, avec de pauvres moyens, de dégager des survivants ou des morts. La place Saint-Pierre va donner lieu une fois encore à d'imposantes funérailles. Au cimetière, la Chauvinière, va être créé au pont du Sens pour accueillir tous ces morts. Après ces bombardements qui vont se reproduire aux approches du débarquement, la ville va se vider. Mais les Nantais seront nombreux quand même pour accueillir les Américains quand ceux-ci arriveront le 12 août 1944 par la route de Rennes. Comme au jour de fête retrouvée, le théâtre Gralin est orné des couleurs de la cité. Et sur la place, après un instant d'incrédulité, la joie de la libération tant attendue éclate au son de la Marseillaise.
Dans Nantes, ville martyre, le général de Gaulle viendra plusieurs fois au lendemain de la guerre. En 51, mais aussi à l'hiver 44. Un hiver particulièrement rigoureux. À Talensac enneigé, les ménagères ne trouvent pas grand-chose à acheter avec leur ticket de rationnement. Mais malgré le froid et les privations, la bonne humeur a retrouvé ses droits. La ville grelotte. Tout est à rebâtir, mais une immense énergie anime les cœurs et les bras. La reconstruction a commencé. Le grand magasin de Cré, fierté du commerce nantais, est anéanti. Pendant les années 30, ce fut le magasin le plus moderne d'Europe. Tout de suite, les frères de Cré inventent des solutions pour relancer leur affaire et approvisionner la population. Ils investissent un certain nombre de magasins du quartier et après le déblaiement des gravats, ouvrent un rez-de-chaussée de fortune. Puis, la construction d'un nouveau magasin est entreprise. Les travaux reçoivent la visite de plusieurs personnalités. Parmi elles, le ministre de la Reconstruction, un certain René Coty, futur président de la République une dizaine d'années plus tard, vient lui-même sur le chantier s'entretenir avec les frères de Cré. Les échanges entre les rives nord et sud sont rendus plus faciles le jour où, une nouvelle fois, le pont de Pirmil sera reconstruit. Son inauguration a lieu dans l'enthousiasme en 1947. Cette fois, la ligne des ponts est rétablie. Dans les cicatrices encore cruelles de la ville meurtrie, l'ami Carême avec son carnaval sont de retour. Rarement peut-être sera-t-elle fêtée plus joyeusement que cette année-là, cette fête excentrique qui exprime alors le bonheur retrouvé.
reprend peu à peu ses activités. Au fond du cœur, chacun a l'immense espoir d'un monde meilleur. On se promène en rêvant sur l'allée des tanneurs ensoleillés. C'est un autre âge qui s'ouvre, un âge plus jeune. Dans la ville active, les enfants incarnent la gaieté et l'insouciance. Et des enfants, les Nantais vont en avoir, ici plus qu'ailleurs. Le spectre de la crise d'avant-guerre est loin, et avec la reconstruction, le travail ne manque pas. L'industrie nantaise n'a pas été vraiment touchée par les bombardements. Les Batignolles ont bien été attaqués par les mosquitos anglais, mais l'usine qui produisait des armes a vite retrouvé sa vocation initiale, la locomotive. Celle-ci est destinée au chemin de fer brésilien. Sur le plan politique, le bel espoir qui avait fait naître la résistance unie est balayé lors des élections municipales de 1945. Une coalition de gauche l'emporte de justesse avec comme programme la suppression immédiate des subventions aux écoles libres. L'année suivante, plus de 80 000 personnes manifestent pour la défense de l'enseignement libre. Ils ont été mobilisés par l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, créée une dizaine d'années plus tôt. Dans l'Ouest, où le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement catholique avoisine celui du public, la question scolaire est hautement sensible. La mobilisation en masse pour la liberté scolaire a d'autant plus d'impact que l'Ouest reste marqué par un catholicisme très vivant. Même dans la ville assez voltairienne qu'est Nantes, la paroisse demeure l'une des principales sources d'animation des quartiers. Aux principales fêtes religieuses, la fête Dieu le 15 août, des processions défilent dans les rues et sur les places. Les rues sont pavoisées, le sol a été patiemment décoré de surcolorés et de pétales de fleurs. Tous les mouvements catholiques, toutes les générations, encadrés par un clergé nombreux et actif, se succèdent derrière les bannières des paroisses. Un autre événement de l'année dans les quartiers est la kermesse laïque ou paroissiale, ici, celle de Saint-Paquier. En plus des jeux habituels, un spectacle était présenté avec des animateurs professionnels qui, en vérité, avaient peu à voir avec Guy Lux ou Michel Drucker. Regardez ces personnages étranges que l'on croirait tout droit venus d'un cafeconce du siècle dernier. En 1953 se déroule au Salon Mauduit un événement qui prendra avec le temps un singulier relief dans l'histoire contemporaine. L'UDSR, petite formation de centre-gauche, tient son congrès à Nantes. Et c'est là que, contre toute attente, René Pleven, qui dirige cette formation, se voit ravir son fauteuil de président par un jeune loup de la politique, déjà plusieurs fois ministre, François Mitterrand.
Dans ces années 50, malgré les privations des lendemains de guerre, l'optimisme est présent au fond de chacun. Mais bientôt, pour les travailleurs des chantiers navals, cet optimisme va faire place à l'inquiétude. Au lendemain de la guerre, la construction des navires a repris. Les chantiers nantais emploient près de 7500 personnes, sans compter les industries annexes et la sous-traitance. Mais le contexte a changé. Les grosses réparations ont disparu. La Marine nationale commande peu de navires et la construction française doit affronter un marché qui est redevenu international. Pour la navale, c'est le début d'une crise endémique qui va se manifester par une série de concentrations techniques et de restructurations financières. Les ouvriers des chantiers sont inquiets. Ils gagnent 15% de moins qu'à Paris et craignent pour leur emploi. En 1955, ils s'engagent dans une série de grèves qui va dégénérer en émeute pendant le mois d'août. Devant l'ampleur des manifestations, les CRS vont intervenir et un ouvrier sera tué par balle. L'émotion est très grande et ces événements marqueront les esprits pour des années. À la même époque, une inauguration va changer le visage de la ville, celle du tunnel ferroviaire entre le canal Saint-Félix et Champenay. Jusqu'à cette date, et ça n'était pas la moindre des originalités de Nantes, la voie ferrée traversait la ville de part en part. C'étaient les bourgeois, au milieu du siècle dernier, qui avaient exigé eux-mêmes que le train passe sous leurs fenêtres afin de pouvoir mieux l'admirer. La voie ferrée longe donc le quai de la Fosse, le quai Brancas, passe devant le château et pénètre sous la verrière de la gare d'Orléans. Miraculeusement épargnée par les bombardements qui pourtant visaient les installations ferroviaires, celle-ci sera démolie en 1949. Si le train dans la ville fascinait les enfants, les écrivains et les poètes, ces 43 passages à niveau sur les boulevards du centre causaient une gêne croissante à la circulation. Certaines barrières devaient s'abaisser et se lever jusqu'à 80 fois par jour. Le nouveau tunnel entrepris au début des années 30 venait enfin remédier à cet inconvénient. Mais c'était une page de la vie nantaise qui se tournait. Un autre véhicule familier des Nantais allait disparaître de leur univers, le tramway. D'une belle couleur jaune d'or qui lui avait valu le sobriquet de « Péril jaune », ce tramway de fabrication belge avait été mis en service en 1913, faisant suite au tramway Mekarski à air comprimé qui circulait au début du siècle. Le tramway vivait donc ses derniers parcours. Mais avant qu'il disparaisse complètement, installons-nous derrière le Wattman et faisons avec lui une dernière promenade dans cette Nantes des années 50.
Peu de silhouettes auront mieux symbolisé toute cette époque. Le Nantes d'hier. Une époque qui s'achève avec ce dernier retour à la Moronnière. Il faut bien tourner la page, puisque l'avenir c'est l'autobus. Cela va de soi. Un autre symbole de la ville va rejoindre les fantômes du passé. Le pont transbordeur. Ses câbles sont minés par la corrosion. Il va être livré aux démolisseurs. Les édiles n'ont pas encore compris la puissance des signes et la valeur du patrimoine dans l'inconscient d'une ville. Et dans Nantes même, le port commence à s'assoupir. Ses activités se déplacent vers l'aval. Place Gralin, le macadam a recouvert les pavés du XVIIIe siècle, mais les haricots sont encore là pour quelque temps. Les tours de Lefebvre-Utile, qui ont été frappés d'alignement de nombreuses années auparavant, n'ont pas été entretenus et menacent ruine. C'est presque par surprise qu'en quelques jours, les Nantais les voient disparaître de leur perspective. Pour l'heure, il s'agit avant tout de profiter des retombées d'une croissance économique jamais connue jusqu'alors. Les rues changent d'aspect, les jupes raccourcissent, les magasins de vêtements envahissent la rue Crébillon, les automobiles se multiplient. Et pourtant, il règne encore une atmosphère bon enfant dans cette époque de transition. Sur le cours Saint-Pierre, Guignol continue à amuser les petits et les gens d'esprit. Dans les rues, les journaux sont encore vendus à la criée. Et certaines épiceries semblent encore proches du temps des épices. À l'horizon apparaissent pour elles de redoutables concurrents. En 1967, le premier hypermarché européen est créé à Nantes sur la route de Vannes, c'est Rocor, une idée des arrière-petits-fils de Jules Decré. Un magasin avec un choix fantastique, où l'on se sert soi-même et qui est ouvert, même le dimanche. Une révolution. Et tout de suite, c'est le succès. Les courses deviennent un loisir, presque une ivresse. La société de consommation est en marche. Les jeunes, peut-être plus que d'autres, ont la préscience de ce que sera cette société à venir. Dans les facultés, apparaît alors un phénomène de rejet qui va prendre à Nantes des formes assez radicales. Prenant appui sur le conflit ouvrier apparu à l'usine aéronautique de Bouguenais, les étudiants nantais emboîtent le pas à ceux de Nanterre. Pendant tout le mois de mai 1968, défilés et manifestations se succèdent. La grève s'étend aux autres secteurs de l'économie. Et Nantes se transforme en un gigantesque forum. Dans les rues et sur les places, on discute jusqu'à une heure avancée de la nuit en remettant la société en question et en refaisant le monde. Mais bientôt, l'essence et les produits de première nécessité commencent à manquer. Le mouvement se radicalise. Les affrontements avec les forces de l'ordre se font de plus en plus durs.
Le 30 mai, une manifestation réunit 30 000 personnes contestant la répression de l'État capitaliste. Mais quelques heures après, le général de Gaulle, en intervenant à la télévision, provoque dans l'opinion un sursaut parmi ceux qui n'acceptent pas le processus révolutionnaire en cours. À Nantes comme à Paris et dans la plupart des grandes villes, une manifestation de soutien à de Gaulle se forme presque spontanément. Ce défilé de 30 000 personnes marquera le coup d'arrêt définitif au mouvement de mai 68. Certains avaient vu en lui une sorte de fin du monde. Avec l'incendie de la cathédrale, beaucoup de Nantais croiront assister à la fin d'un monde. Un soir de janvier 1972, la toiture composée de poutres ancestrales s'enflamme par suite d'une fausse manœuvre au cours des travaux de restauration. En quelques minutes, les Nantais incrédules assistent à l'effondrement de toute la charpente. Pendant toute la nuit, les pompiers lutteront et parviendront à éviter que les voûtes ne s'effondrent. À travers les flammes, c'était tout un pan de l'histoire nantaise qui semblait disparaître.